Bonjour Cyril Guimard, Bonjour. nouvelle chronique sur Cyclisme Actu, à quelques jours du grand départ du Tour d'Italie à Turin. Donc, premier grand tour de la saison, c'est toujours un moment voilà, qui est un peu excitant pour tous les observateurs du cyclisme parce que les grands tours, c'est quand même quelque chose que tout le monde adore, même si voilà, il y a des étapes parfois ennuyantes et globalement, tous les passionnés de vélo aiment ça. Donc là, on va partir en Italie. Déjà sur le parcours, l'an dernier c'était un parcours très difficile, beaucoup de dénivelé, peut-être trop difficile d'ailleurs, la course avait été cadenassée, les leaders avaient peur de s'engager. Là, les organisateurs ont peut-être revu un peu leur copie et on a un parcours plus nerveux et moins montagneux. Alors, en apparence, c'est vrai que l'an dernier, on avait un petit peu exagéré les difficultés et on sait dans ce cas-là, et nous l'avions souligné, quand il y a trop de difficultés, elles se neutralisent, j'ai presque envie de dire, normalement et naturellement. Donc, il ne faut pas mettre trop de difficultés. Tout ça, bah, c'est de mettre en place quelque chose de très équilibré où tous les coureurs et surtout toutes les équipes ont des capacités au travers du potentiel de leur équipe, eh bien, d'avoir un intérêt à jouer un jour ou un autre jour, mais au moins la capacité à jouer. Là, là, on a un parcours qui reste quand même très difficile parce que si on regarde bien, même si c'est pas des arrivées très difficiles comme celle de l'an dernier, on a quand même 7 étapes qui arrivent au sommet ou juste quelques kilomètres après le sommet. On n'a qu'une seule étape où on arrive au pied de la descente. Alors peut-être que les organisateurs commencent à prendre peur aussi. On va supprimer les descentes. Peut-être, hein, c'est absolument pas une certitude. Et puis, en revanche, beaucoup d'étapes pour les baroudeurs. Et en fait, peu de vraies étapes pour les sprinters, alors qu'on a un plateau de sprinters absolument exceptionnel. Il doit manquer que 2 ou 3 sprinters, dont Philipsen, Mark Cavendish, il n'est pas revenu dans le coup, mais c'est extraordinaire ce plateau de sprinters. Et là, ça va être très, très chaud dans les arrivées parce que ça veut dire que pratiquement, vous allez avoir une dizaine de trains pour emmener les sprints. Je pense qu'à certains moments, il y en a qui vont faire un câlin avec les balustrades ou le mobilier urbain. Ça me paraît évident. Ça fait partie de la course aussi, dans la mesure où les normes de sécurité ont bien été respectées et mises en place. Mais ça va être très, très chaud. Et il y a un petit détail qui doit te faire plaisir, toi l'amoureux de l'exercice en solitaire, c'est quand même plus de 70 kilomètres de contre-la-montre. Le Giro, déjà, l'an dernier, il y a eu pas mal de kilomètres de contre-la-montre. Là, on reste sur 70 kilomètres. C'est pas mal dans les standards actuels, Dans la mode actuelle, la mode parce qu'on actuelle. peut pas parler de standard. C'est quoi à une époque, on faisait 150 kilomètres, hein. Hmm. Moi, j'ai pas connu 150 kilomètres sur le Tour, mais 70, 80, oui, y compris le Grand Prix des Nations qui était à 90 kilomètres, hein. Bon. Oui, ils font figure de vieux au Tour d'Italie. Mais 60 kilomètres, vous vous rendez pas compte? 60 kilomètres de l'épreuve de vérité. Ben oui, c'est comme ça. On diminue de plus en plus la distance des contre-la-montre. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Une, on a peur que les vrais rouleurs fassent trop d'écart et tuent la course, qui en règle générale n'est jamais très vrai, puisque les coureurs qui gagnent le tour sont toujours des coureurs qui roulent contre la montre, et que c'est toujours finalement la montagne qui fait la différence, mais pas les contre-la-montre. Ou encore qu'une fois, ça s'est fait pour 8 secondes sur un contre-la-montre. Mais c'est pas là que le tour, c'est pas pour ça que ça change ce que je disais. Donc, c'est une épreuve aussi qui est compliquée à organiser. Et puis, paradoxalement, euh, ça ne fait pas d'audience, enfin moins d'audience.
moins d'audience qu'une étape de montagne, c'est plus difficile à commenter. Pour le téléspectateur, c'est plus difficile à suivre aussi parce que c'est une bataille de chiffres, on parle de secondes, de dixièmes de seconde, de temps intermédiaire, de Pierre qui a perdu sur ce parcours dans une période 3 secondes qu'on a repris vite derrière. C'est assez compliqué et je conçois que, on va dire, les non spécialistes, les supporters du vélo, mais pas les gens qui sont au cœur de la course, bah, ils ont du mal à suivre. Donc, les organisateurs ont plutôt tendance à descendre le nombre de kilomètres pour éviter des désaffections, soit du public, soit leur grosse crainte que les grands rouleurs prennent l'option. Et si c'est un rouleur qui gagne, pourquoi pas? Tant mieux. Mais les grands rouleurs, souvent, ils passent pas les grands cols. Mais ceux qui passent les grands cols, ils roulent. Mais bon, il faut garder. Je préfère encore les contre-la-montre individuels que les contre-la-montre par équipe. Mm. Là, c'est plus sur le plan du classement individuel, ça peut être discutable, même si c'est une superbe épreuve. Donc il y a un parcours à disposition qui a été concocté par les organisateurs, puis il y a les coureurs. Il y a un coureur en particulier voilà, que tout le monde attend, c'est Tadej Pogacar, hein, première apparition sur le Giro, grand, immense favori même. Je vais pas te demander s'il est le favori de la course, ça serait perdre notre temps. Ça fait le Par, mec qui connaît rien. par contre, je vais te demander si tu penses Et qu'il combien peut, d'avance il va finir? si tu penses qu'il peut être battu, il peut être battu à la régulière. On met de côté bien sûr les chutes, hein, voilà, les chutes, les accidents, mais à la régulière, est-ce qu'il peut être battu sur ce Giro? Sur ce qu'on a vu depuis le début de saison, compte tenu de l'opposition, il peut difficilement être battu. Mais la course, elle vit toujours, et c'est sur la ligne d'arrivée que les choses se jugent. Euh, il a pas d'adversaire à son niveau. Malheureusement, ceux qui auraient pu l'être ne sont plus présents. Le problème se posera peut-être aussi sur le Tour de France. Mais il faut toujours rester très prudent, hein. Les chutes, les crevaisons, un passage difficile, une échappée qu'on maîtrise mal, des équipiers comme ça a été il y a 2 ans sur le Tour, qui sont pas au top niveau, qui sont mous du genou, et il peut se retrouver à un moment ou à un autre en difficulté, esselé. Bon, il y a tout un tas de scénarios que l'on peut mettre en place, mais logiquement, sur le terrain, avec une feuille de papier et un stylo, on ne trouvera pas des arguments suffisamment importants pour dire il peut être battu à la pédale. Alors, bon, qui peut le battre? Guérin Thomas était bien parti pour gagner le Giro l'an dernier. Il s'est cassé les dents sur le dernier contre la Monte-en-Bosse. Arresman, oui, c'est un bon coureur, mais c'est pas des coureurs capables de faire des différences dans des arrivées au sommet, de les répéter. Lutsenko, même s'il marchait bien, là, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, c'est pas la pointure non plus. Daniel Martinez, éventuellement. O'Connor, et puis j'ai envie de dire, on a Luis de Broc, qui est celui qui est le plus en progression, un jeune qui a fait un très beau Tour d'Espagne l'an dernier. Quintana, j'ai plutôt peur qu'il soit transparent. Et puis côté français, parce qu'il faut parler des Français, eh bien, Romain Bardet qui a fait un Liège-Bastogne-Liège absolument extraordinaire, vient prendre une deuxième place derrière l'intouchable Pogacar. Oui, non, Bardet, comme un vieux volcan, est en train de renaître de ses cendres et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, si on a pu remarquer son émotion à l'arrivée, ça voulait dire quelque chose de très fort. Donc, Bardet, oui, peut avoir un rôle à jouer. Il y a 2 ans, malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait, mais il était bien parti
pour faire une superbe performance. Donc voilà, j'ai du mal à trouver d'autres coureurs pour apporter la contradiction, à Pogačar. Ou alors faut que, heu, on coupe une jambe à Pogačar et encore sur une jambe, il est peut-être encore capable de gagner, non? Alors, je vais te rejouer un petit jeu. Je vais te demander de renfiler ton costume de directeur sportif. Et on va te mettre, par exemple, je sais pas, dans la voiture Ineos Grenadier, tu as une équipe avec Geraint Thomas, Thymen Arensman, Tobias Foss. Quelle tactique tu emploierais pour bousculer Tadej Pogacar qui semble tellement au-dessus du lot physiquement? Qu'est-ce que, voilà, quels sont les leviers que tu pourrais activer pour mettre en difficulté cette machine slovène? Eh bien, c'est c'est comme la chasse. Faut attendre, faut attendre que, il se trouve dans une situation, un tout petit peu délicate pour déclencher. Faut jamais déclencher avant. Ou il y a l'ouverture ou il y a pas l'ouverture. Mais, tenter de déclencher, malgré toutes les étapes qu'il y a, vous risquez de vous brûler les ailes. Donc, comme je dis toujours, quand vous attaquez ce type de coureur, faut pas le rater. Si la balle passe à côté, bon, la chose est entendue et vous, vous risquez de finir loin. Mmh, Donc c'est par obligation, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est une course d'attente. Il faut il faut être en position de guetteur, voilà. Mais en aucun cas essayer, de faire un bras de fer avec quelqu'un qui a le bras 2 fois plus fort que vous. Il va vous casser il va vous casser votre humérus. mmh. Ah, donc Donc voilà, donc il y a pas d'autre solution et laisser la course vivre. La seule chose, hein, c'est que quand il y a l'ouverture, il faut pas la rater. C'est ça. Donc, l'importance des DS aussi dans la voiture sera primordiale parce que c'est là qu'il faudra sentir. Et les coureurs aussi, bien sûr, sentiront peut-être qu'il y a, au niveau du coup de pédale ou trucs comme ça, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là qu'il faudra déclencher, quoi. Oui, mais comme disait Marc Madiot, beaucoup de coureurs sont robotisés, donc c'est un peu plus compliqué. Hmm. Heu et moi, je pense qu'en règle générale, le coureur intelligent qui a appris à sentir la course, qui l'a observée, c'est lui qui aura la meilleure vision si le l'ensemble de la stratégie, qui a été mise en place, se présente. Et si elle se présente, c'est le coureur qui peut avoir, le réflexe, la spontanéité, de bouger à un moment précis. Et comme je dis, faut pas rater. Puis, s'il y a pas d'oreillette, les courses seraient peut-être plus intéressantes. Bon, je vais encore me faire taper sur les doigts. Tu parlais de De toute Romain. façon, ça sert à rien de le dire, les lobbies sont tellement forts qu'ils préfèrent se casser la gueule. Voilà, Tu, et tu- les patrons d'équipe aussi. tu parlais de Romain Bardet tout à l'heure. Franchement, quand on regarde cette liste de départ, à part Pogacar, je vois pas beaucoup de coureurs supérieurs à lui. On peut vraiment l'imaginer sur le podium, hein, Romain Bardet, hein. Il y a ces 70 kilomètres de chrono qui pourraient lui faire mal, mais franchement, il n'y a pas Oui, beaucoup de ben, coureurs. c'est ça aussi, c'est un problème. Heu, Bardet est un coureur qui peut à certains moments, jouer dans la pièce, mais il faudra qu'il soit sur une position d'attente également. Heu, non, ceux qui peuvent bouger, c'est Ice de Broc et puis, moi j'attends de voir avec, curiosité, celui qui nous a quand même un petit peu impressionné depuis quelque temps, Lipovic. Comme, on a pu le voir sur le Tour de Romandie. C'est un jeune de 23 ans qui arrive, qui a pas une formation de coureur cycliste au départ. C'est un peu la mode pour certaines stars d'aujourd'hui, puisqu'il vient, je crois, du biathlon. Hmm. Heu, donc culture un peu cycliste tardive et à 23 ans, ce que je l'ai vu faire, c'était quand même pas mal. Donc lui peut apporter peut-être une contradiction qu'on n'attend pas. Enfin, qu'on n'attendait pas, puisqu'on commence à en parler.
Et il y a eu aussi un leader d'une équipe qui a le vent en poupe hein, depuis quelques semaines, c'est Decathlon, j'ai de dire la mondiale, avec Ben O'Connor. Quand on voit leur saison, on se dit que bah, ça va être la bonne pour Ben O'Connor et qu'il va enfin monter sur le podium d'un grand tour, hein. C'est le sens de l'histoire un petit peu. Ben, je le souhaite. L'équipe a eu beaucoup de victoires. Ils sont à 12 victoires depuis le début de l'année, dont trois, euh, trois ou quatre victoires, trois victoires sur des étapes dans les épreuves World Tour. On n'en est pas quand même encore à gagner des courses à étapes sur le World Tour. Ben, j'espère que ça viendra pour eux. Sur un grand tour, ils ont toujours été présents. Ils ont toujours réussi à tirer leur épingle du jeu en règle générale. Et O'Connor, je pense qu'il un petit cran au-dessus de l'an dernier. C'est une carte non négligeable. Mais on ne peut pas dire que demain, il va sortir de la roue Pogačar. Hmm. Mais pour venir sur le podium, oui, c'est une possibilité. Et tu parlais des sprinteurs tout à l'heure, donc une belle ribambelle de sprinteurs, Tim Merlier, Olaf Koy, Caleb Ewan, Caden Il y en a Groves, trop. Ça va tomber. etc. Ouais, ça va tomber, ça va aussi faire des. Ouais, ça Oui, va. il y en a trop. Oui. Il y en a Sur le début de trop. saison, il y en a un qui sort un petit peu du lot, c'est Tim Merlier. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas Oui, disputé de oui, grand oui. tour. Tim Merlier, oui. Bah, de tous, il y a Tim Merlier. Il y en a un qui va être intéressant à voir, c'est Pitti aussi. Ouais. Euh, euh, Milan qui fait de très belles choses. Et puis, il y en a un qu'on n'a pas vu, enfin, peut-être depuis le Tour d'Italie l'an dernier, mais encore pas longtemps. C'est Caleb Ewan. Est-ce qu'il a retrouvé son potentiel? Est-ce qu'il a aussi le train pour l'emmener? Ça, c'est encore un autre problème. Euh, Là, pour l'instant, Tim Merlier, oui. Gavilla, Vernon, ça va très bien. Garmail aussi. Danese qui fait aussi de très beaux sprints et qui a peut-être l'avantage, lui, de mieux passer les bosses. Parce que beaucoup d'arrivées sont juste dans les 20 derniers kilomètres. Vous avez à chaque fois un suppositoire à passer et les sprinters, ils ont quelquefois du mal, voire souvent. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans les sprints, il n'y aura certainement pas de Français. Il y a pas de Français capable de matcher avec tout cela. Il y aura des Français pour les étapes, par contre. Il y aura Julien Lafilippe. Tu as commenté le Tour de Romandie sur la chaîne L'équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de la semaine de Julien Lafilippe en Romandie? Bien, moi, je l'ai trouvé très bien. Très bien, il a progressé au fil des jours. Il a fait un très beau contre-la-montre en étant constant, bien positionné, et il réalise une belle performance dans la mesure où les derniers kilomètres ont été un peu difficiles avec la pluie. Dans les étapes de montagne, je l'ai trouvé très bien, surtout calme et posé, serein. Euh, il- et il a fait un travail d'équipier avec beaucoup de métier, beaucoup de cœur. Ce qui prouve qu'il a retrouvé, il a retrouvé des jambes, mais s'il a retrouvé des jambes, ça veut dire qu'il a retrouvé, il a remis en place certains neurones. Vous savez, pour être performant, il faut être bien dans sa vie, bien dans sa tête et bien dans son corps. Et là, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou qui vont se mettre en place, je pense assez rapidement. Et donc, ça va le dégager de certains soucis. Et non, je pense qu'il a une belle carte à jouer. Et puis quand il marche bien, bon, il se rate rarement quand même. Hein, Tu le vois claquer une étape sur ce Tour d'Italie? oui. Ouais. Il y a énormément d'étapes qui lui conviennent. Hein. Vous savez, je parlais des suppositoires tout à l'heure, ça, c'est ce qui lui plaît. S'il en gagne pas une, tu serais déçu, quoi. Oui, ou alors c'est qu'il s'est passé d'autres choses. Hmm. Mais sur le plan, euh, sur le plan physique, aujourd'hui, il n'est peut-être pas revenu à son meilleur niveau, mais il en est quand même très proche. Ouais. Après, c'est l'envie qu'il va falloir, la hargne, l'envie de gagner. Mais si ça marche, ça reviendra vite chez lui. C'est quand même un tueur. Hein.
Mmh. Concernant les autres Français, il y a les frères Paré-Peintre aussi qui ont fait un super Tour des Alpes. Aurélien Paré-Peintre qui a gagné l'étape, Valentin qui fait 4e, je crois. Voilà, c'est 2 coureurs aussi qui pourraient, pourquoi pas, remporter une étape pour faire un Mais top tous 10 ces, tous quoi. ces coureurs français qui ont déjà gagné des étapes, et quelques-uns d'ailleurs dans les grands tours, sont des coureurs qui sont à l'aise dans les courses de mouvement, Mmh. dans ce qu'on appelle les étapes de baroudeur. Donc là, ils vont avoir un terrain propice pour se mettre en évidence. Et puis, quand on est dans la confiance, bah, souvent, là où ça rigolait pas avant, bah, comme par hasard, on on va être dans le bon coup, dans la bonne roue, au bon endroit. Donc, oui, sauf que, faut quand même tenir compte que si O'Connor, il est bien placé au classement général et qu'il joue un podium, la liberté d'action dans ces étapes sera quand même très limitée. Et c'est tout à fait logique, hein. Donc, ou on fait le podium, ou on joue les baroudeurs. Alors sur ce Tour d'Italie, il y aura 4 équipes françaises dans les 4 World Teams. Il y en a une qui nous inquiète, particulièrement, c'est la Cofidis. On est le 29 avril là et la Cofidis n'a toujours pas gagné une seule course en 2024, alors que le calendrier est dantesque et qu'il y a il y a Et ce n'est pas un poisson d'avril. et Oui, bah, c'est cette équipe se cherche, n'arrive pas à se trouver. Autant vous avez G2R qui est en progression, en nette progression, Groupama qui est aussi en progression. On sent qu'il y a des choses très solides qui sont en train de se mettre en place. Je parlais de Pity tout à l'heure qui nous a fait une campagne, euh, une campagne flamande absolument extraordinaire. Askey va également très très bien. Donc, oui, Groupama, l'avantage de Groupama, enfin, avantage ou inconvénient, des fois, faut savoir, c'est quand même le classement général qui est le plus important. Ils ont une équipe où ils peuvent jouer, oui. Où ils peuvent jouer justement dans les étapes de Baroudor et avec Pity, cas d'arriver au sprint. Mais Pity peut faire autre chose que les sprints aussi. mais pour Cofidis, comment t'expliques voilà, que ça tourne pas, alors qu'en dernier ça tournait très bien, ils avaient retrouvé la victoire sur le Tour, et puis là d'un coup il y a quelque chose qui coince. Après ils ont des résultats, ils ont des deuxièmes places, des troisièmes, mais c'est pas des victoires, et je pense que voilà, Oui, mais on oublie vite les deuxièmes et les troisièmes, sauf sur les grandes courses, les monuments ou les grands tours, ou les championnats. c'est ça. Euh, Ensuite, ben, quand vous faites deuxième, troisième et seulement une fois de temps en temps, bon, ben, puis il y a une dilution, il y a tellement d'épreuves que, ben, écoutez, faut qu'ils se remettent en question, c'est tout, hein. Il y a pas, si ça marche pas, ça n'est pas par hasard. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Soit c'est dans le management, soit dans d'autres domaines, soit ils se sont trompés dans le recrutement, soit recrutement du staff ou des coureurs, mais c'est pas c'est pas anodin, c'est pas parce que on n'a pas de chance, hein, ça n'existe pas. La chance, faut aussi aller la chercher. Vous prenez AG2R, bon, qui n'était pas extraordinaire depuis quelques années. Bon, là, il y a un petit truc qui est parti, et là, maintenant, plus personne ne doute, plus personne, comme je dis, plus personne n'a peur de perdre, mais ils ont envie de gagner.